Évidemment, l'annonce coup de tonnerre de Donald Trump mettant fin aux pourparlers avec le Canada et menaçant de nouveaux droits de douane a provoqué une onde de choc à Ottawa. Comment le gouvernement fédéral peut-il remettre les négociations sur les rails et qu'est-ce qu'il doit faire pour protéger l'économie canadienne? Pour en discuter, je reçois Éric Lefebvre, député conservateur et membre du Comité des finances, et Jean-Denis Garon, porte-parole du Bloc québécois en matière de finances. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je veux également préciser d'emblée que nous avons aussi demandé la présence d'un député libéral, mais aucun n'a été rendu disponible pour ce panel. Donc, évidemment, les négociations sont maintenant suspendues, apparemment à cause de cette publicité de l'Ontario. Monsieur Lefebvre, qu'est-ce qu'on doit comprendre du fait qu'une simple publicité de Doug Ford ait suffi à faire dérailler les discussions? Bien, écoutez, c'est qu'on essaie présentement de justement dévier le sujet des négociations. On a posé 7 fois la question en Chambre aujourd'hui aux libéraux, à savoir si Mark Carney et son équipe étaient au courant de cette publicité-là. On n'a jamais eu de réponse. Alors, ça répond indirectement à notre question. Mais au-delà de ça, le 21 juillet, Mark Carney nous avait promis un deal, elbows up, qu'il réglerait les tarifs avec les États-Unis et que tout allait tomber. Et bien, comme on le voit, il n'y a rien eu. On n'a rien eu, aucun gain. On a même donné la taxe au niveau du numérique sans avoir rien en retour. Alors, très, très déçu de la façon dont Mark Carney négocie présentement du côté des États-Unis. Et là, bien, la voie de négociation est fermée. Alors, on verra la suite, mais c'est pas rose pour la suite. Non, justement, on attend toujours la suite pour en savoir davantage sur le 10 supplémentaire qui pourrait suivre. Mais M. Garon, vous, qu'est-ce que vous pensez du fait que tout cela, ça se déroule en raison d'une publicité du gouvernement de l'Ontario? Bien, moi, je vais devoir questionner votre question parce qu'écoutez, M. Carney, là, il est victime des attentes très hautes qu'il avait lui-même fabriquées en campagne électorale. Il se présentait comme le meilleur négociateur de l'histoire de l'humanité. Quand on regarde son CV, c'est un individu qui jamais dans toute sa carrière n'avait participé à des négociations commerciaales. Alors, si vous regardez la genèse de ça, elle est très claire, là. Il nous avait promis un accord avec les États-Unis sans tarif en juin, pas d'accord. Un accord sans tarif en août, pas d'accord. On nous en avait promis en septembre. Et là, le temps avance et on nous dit qu'il y a encore une défaite de la part des Américains qui fait en sorte qu'on n'a pas d'accord. Moi, je suis allé avec mon chef cet été. On s'est assis avec l'ambassadeur américain à Washington et c'est une notoriété publique. On lui a posé la question, y a-t-il une négociation avec le Canada? Et l'ambassadeur a dit, il n'y en a pas. Alors, la réalité des choses, c'est que la campagne électorale extrêmement agressive que les libéraux ont fait pour gagner des votes, pour gagner des sièges à l'égard des Américains, en soi, ont presque saboté d'emblée la négociation entre le Canada et les États-Unis. Et M. Carney, aujourd'hui, bien, il est obligé de gérer la propre traînée de la comète et il est obligé, finalement, de gérer les conséquences de ses propres erreurs. M. Carney, ça n'a jamais été un négociateur, ce n'est pas un négociateur et je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair et les gens commencent à s'en rendre compte. Monsieur Lefebvre, votre chef ne cesse de rappeler que M. Carney avait promis de jouer du coude, vous l'avez mentionné vous aussi, avec l'administration Trump. M. Poilievre, pour sa part, affirmait lors des élections qu'il allait riposter dollar pour dollar, qu'il fallait montrer la fermeté. Mais on voit aujourd'hui une simple publicité a mis M. Trump hors de lui. Alors, quelle est l'approche à suivre? La fermeté ou M. Trump, évidemment, étant donné la taille du marché américain, peut vraiment nous attaquer avec des représailles, ou plutôt ces négociations un peu plus calmes pour tenter de faire avancer les négociations? Bien, écoutez, tout d'abord, on doit démontrer une certaine fermeté. Je vous donne l'exemple lorsque le président Trump a invité le premier ministre Carney à se rendre à la Maison-Blanche sans savoir c'était quoi l'agenda, quelles étaient les possibilités d'avancement au niveau des négociations. Le premier ministre est allé à la demande du président sans avoir d'agenda. Il faut démontrer à un moment donné un peu de leadership et c'est ce qui manque présentement, du leadership et d'être convaincu de ce qu'on veut, de donner la taxe numérique sans rien recevoir. Avant même de donner quelque chose dans une négociation, c'est la base. On apprend ça aux enfants. Bien, je pense que là, présentement, c'est les erreurs qu'on voit du côté des libéraux. Et là, présentement, ils sont dans une bulle qui tourne et je pense qu'ils ne trouveront pas les moyens de s'en sortir. On le voit au niveau de la foresterie. Les gens sont inquiets. C'est 200 000 emplois chez nous qui est en cause et 45 de tarifs qui a été imposé. Alors, c'est les Canadiens et les Canadiennes qui souffrent présentement de cette mauvaise négociation-là du premier ministre Carney.
Là-dessus, M. Garon, évidemment, on parle beaucoup des secteurs de l'acier, de l'aluminium, de l'énergie, les secteurs dits jugés prioritaires par le gouvernement Carney pour parler avec l'administration américaine. Est-ce que ça vous préoccupe qu'on parle moins, entre autres, par exemple, du secteur justement du secteur du bois d'œuvre ou même du secteur automobile? Est-ce que vous craignez que ces industries sont laissées pour compte? Bien sûr, ce qu'on craignait dès la campagne électorale, c'est que le Québec serve de monnaie d'échange, qu'on donne tout à l'Ontario, qu'on donne tout au secteur des ressources naturelles de l'Ouest, au pétrole, au gaz. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. On nous nourrit de projets fictifs de pipeline qui seraient terminés théoriquement après le dernier mandat de Trump. Et on n'a rien pour ces secteurs-là. Mais pour revenir sur la négociation, moi, je vous dirais qu'il faut juger les politiciens à ce qu'ils font et non à ce qu'ils disent. Parce que Elbows Up et cette approche agressive, ça n'a servi qu'à une chose. Ça n'a servi qu'à sauver des sièges libéraux lors de l'élection. Parce que dès la campagne électorale terminée, ils ont obtenu un gouvernement minoritaire et le gouvernement Carney, ce qu'il a fait, c'est se coucher en série devant Donald Trump. Et là, on se demande aujourd'hui, imaginez, je veux dire, il faut qu'on comprenne, on est rendu là. On est en train de se demander si une publicité de télévision a fait avorter des négociations qui existaient même pas avec le gouvernement fédéral. Et moi, ce que je veux répondre à ça, c'est que j'invite le gouvernement à de la transparence. Depuis ce début des négociations, on ne sait pas qu'est-ce qui est sur la table, qu'est-ce qui est négocié, ce que les Américains veulent, ce que le Canada demande, quelles sont les rencontres. Même comme parlementaire, on est gardé absolument dans le noir là-dessus. Alors, on en est à se poser des questions qui sont triviales comme ça. Je ne dis pas que votre question elle est triviale, mais on est en train de se demander s'il y a même une négociation. Et aujourd'hui, vous avez eu la chance, il y aurait eu la chance d'avoir un député libéral avec nous dans ce débat-là pour venir nous dire ça. Et vous savez quoi? Encore une fois, comme c'est le cas depuis le 28 avril dernier, on a une chaise vide à côté de nous. Les Québécois et les Canadiens, conséquemment, n'ont aucune réponse à leurs questions. Monsieur Lefebvre, quand même, vous devez quand même reconnaître que M. Trump, ce n'est pas un négociateur comme les autres. Il aime jouer dur. Qu'est-ce que concrètement votre chef ferait ou qu'est-ce que les conservateurs feraient différemment maintenant? Qu'est-ce qu'on propose concrètement pour remettre les négociations sur les rails et arriver à une bonne entente pour les Canadiens et les Québécois? Bien, tout d'abord, le respect doit être mutuel entre le président des États-Unis et le premier ministre du Canada. Notre premier ministre actuel n'a pas été en mesure de gagner le respect du président. Et à partir de ce moment-là, moi, je pense que ça va être impossible pour le premier ministre Carney de réussir à faire une négociation et d'avoir donné, comme je l'ai dit, la taxe au niveau numérique avant même d'avoir obtenu quoi que ce soit. Bien, le président Trump a connu son adversaire et sait maintenant les faiblesses avec lesquelles il travaille. Alors, je pense que ça va être extrêmement difficile pour la suite des négociations avec M. Carney. Et M. Garon, votre chef, Yves-François Blanchet, l'a dit aujourd'hui qu'il envisage peut-être faire un voyage, de se déplacer à Washington pour tenter de faire débloquer les choses ou au moins d'avoir une meilleure idée de comment se passent les négociations. Selon vous, que devrait faire le gouvernement Carney pour remettre les négociations sur les rails? D'abord, mieux communiquer avec les provinces, mieux communiquer avec le Québec. Vous savez, le fait que ces négociations-là soient embourbées, ça sert l'agenda politique du premier ministre, dont le passé comme homme d'affaires montre qu'il a été impliqué avec plus de 900 compagnies qui vont tirer profit de tout ce qu'il appelle ces grands projets d'intérêt national dans le pétrole, le gaz, avec Westinghouse, avec les petits réacteurs modulaires qui servent à produire plus de pétrole. Il doit être transparent, le premier ministre. On est rendu à un point ici où des chefs d'opposition doivent en personne se déplacer, aller voir le département d'État, aller voir le USTR aux États-Unis, aller faire des rencontres pour essayer de savoir ce qui se passe et essayer de porter les demandes et les intérêts des industries spécifiques au Québec. On a parlé du bois d'œuvre, on a parlé de l'aéronautique, la gestion de l'offre, on a été obligé de pousser ça. Alors, c'est une situation qui est hautement anormale. Pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement qui ne communique pas, qui n'explique pas. On a un gouvernement qui se comporte comme... M. Carney se comporte comme s'il était PDG du Canada, et dans ce contexte-là, il n'a pas compris qu'il était actionnaire minoritaire. Là. Il est devant un Parlement devant lequel il doit rendre des comptes. Alors, on a un gros problème de transparence avec les libéraux, et c'est l'étape 1. Expliquer où on en est, et aussi avoir un respect minimal des procédures parlementaires, un respect minimal du Parlement pour que nous, les parlementaires, puissions être capables de nous faire une idée claire sur ce qui arrive avec ces négociations, parce qu'à force de ne pas savoir nous-mêmes
même ce qui arrive avec cette négociation-là. On en finit par se demander si le premier ministre lui-même sait ce qu'il fait. Et je vais conclure là-dessus. Et je prends en preuve le fait que la plupart des autres pays qui avaient des stratégies différentes du Canada ont commencé à conclure des accords. Au début, les Canadiens donnaient le bénéfice du doute au premier ministre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les résultats n'y sont pas. Jean-Denis Garon, député bloquiste, et Éric Lefebvre, député conservateur. Merci à vous deux d'avoir été là ce soir. Merci. Plaisir.